Salut à tous, c'est Sully Perfecten, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les pronostics et peut-être même spoilers de Clash of Champions 2019 qui va avoir lieu donc ce dimanche, dans la nuit de dimanche à lundi, avec un kick-off à minuit et un show à 1h du matin. Vous le savez, le principe c'est que tous les titres de la WWE sont en jeu et il y a même un match qui ne compte pas pour les titres, un match gratuit on va dire, qui s'ajoute. Malheureusement, la finale du King of the Ring entre Corbin et Gable n'aura pas lieu à Clash of Champions. Ça va finalement avoir lieu à Raw. Ça a été modifié. À noter aussi qu'il y aura le titre de la Truth aussi pour le 24/7 Championship qui va, il va y avoir des segments, vous le savez, ça se passe toujours un peu comme ça. Il y aura des petites surprises backstage, in-ring, des petites poursuites, peut-être des stars, je pense qu'il peut y avoir plusieurs changements de titre. Ric Flair, peut-être, parce qu'on sera à Charlotte, il faut le préciser, en Caroline du Nord. Donc peut-être que Ric Flair sera là, il pourra peut-être prendre le titre. Bon, au final, allez, on va aller vite là-dessus. Je pense que R-Truth va finir par rester champion à l'issue de la soirée. Voilà pour le titre 24/7. On va passer tout de suite donc au kick-off potentiel, parce que pour l'instant ça n'a pas été officialisé. Bien sûr, vous vous en doutez, le match Cruiserweight, c'est ce que je vais pronostiquer, le match Cruiserweight qui sera un triple threat match entre Lince Dorado, Drew Gulak et Humberto Carrillo. À la base ça devait être un Gulak Carrillo, puisque Carrillo avait battu Oney Lorcan pour se mériter ce title shot, mais Dorado, il avait aussi des velléités. Il s'était plaint auprès de Drake Maverick en disant oui, mais moi j'ai jamais mon opportunité depuis que je suis là depuis le début. Et c'est vrai, du coup Drake Maverick il lui dit ok, mérite-toi ce title shot, affronte Carrillo, et si tu le bats, tu t'ajouteras au match dans un triple threat match. Et effectivement, il l'a battu, une espèce de roll-up, du coup on a ce triple threat match. Maintenant pour le pronostic, un triple threat match, ça pourrait protéger Gulak et se faire battre sans qu'il perde sa ceinture, qu'il ne prenne pas le pin lui-même. Dorado, on a l'impression qu'il est sur un simili push, un heel turn en préparation, mais en même temps, on n'a pas trop parlé de l'histoire là, on n'en parle plus trop de l'agression de Metallic. J'ai l'impression que l'histoire est déjà aux oubliettes, donc je sais pas s'ils vont continuer à capitaliser là-dessus. Maintenant, bon, il y a Daivari qui faisait un peu de mind game là, qui essayait de faire basculer Dorado du côté sombre. Maintenant, je pense pas qu'il prendrait le titre. On a quand même un Gulak solide qui encore a besoin, je pense, de continuer à rester champion. Puis il y a Tony Nese là qui s'est finalement qui est revenu dans son giron, parce qu'il était sur une losing streak. Il a décidé de revenir finalement un peu en heel. Il y a même Daivari qui est un peu dans l'histoire. Donc il y a plusieurs petites factions là, des alliances qui se mettent en place. Carrillo qui est du côté de la Lucha House Party en quelque sorte. Donc on a du 3 ou 4 contre 3. Maintenant Dorado il est pas loin de passer de l'autre côté, j'ai l'impression. Mais je pense que Gulak va conserver son titre. Et il y aura, je pense, une petite mésentente entre Carrillo et Dorado. Et pour qu'il y ait un peu plus de hit entre les deux. Et peut-être justement pour favoriser ce heel turn de Dorado. Et donc victoire de Gulak avec on va dire son nouveau finisher actuel, le Second Clash. Voilà pour le Second Clash pour la victoire donc de Gulak. On passe au show principal avec les titres féminins par équipe entre Bliss et Cross les championnes et Fire and Desire, Mandy Rose et Sonya Deville. Pas beaucoup de build-up. Malheureusement on a eu quelque chose d'assez affreux et qu'on n'avait pas revu depuis un certain temps, mais malheureusement c'est le WWE ça, c'est de critiquer sur le physique, avec Mandy Rose qui a affronté Nikki Cross cette semaine et puis qu'il a un petit peu traché sur son physique en disant moi je suis la plus belle et puis elle, voilà à quoi elle ressemble, elle ressemble à rien. Et derrière Bliss est arrivée et elle a accueilli, on va dire, elle a dressé le tapis rouge pour l'entrée de Cross qui a foncé sur Mandy Rose. Et ça a commencé comme ça, mais au final, Nikki Cross l'a emporté. Donc ça pourrait peut-être être un indice selon lequel Fire and Desire pourrait gagner et prendre les titres. Maintenant, alors il y a plusieurs arguments. Je suis un peu embêté pour ce match.
voilà, qui est pas hypant hein, sur le principe, mais pour les résultats, je suis embêté parce que si les championnes conservent leur titre, elles auront battu tout le monde. Donc Kabuki Warriors, elles ont déjà été battues. Iconics, elles ont déjà été battues. Donc Fire and Desire aussi. Il n'y aurait plus personne. Donc il n'y aurait plus du tout de challengers possibles. Maintenant, j'ai envie de croire peut-être, c'est qu'un scénario fantasy booking, mais peut-être que si Bayley et Sasha Banks ressortaient toutes les deux championnes à l'issue de ce pay-per-view, peut-être qu'elles auraient aussi des velléités de reprendre les titres par équipe qu'elles avaient été les premières à avoir, à conquérir. Donc peut-être qu'elles elles aimeraient peut-être être couvertes d'or et du coup ça pourrait être des adversaires potentiels pour Bliss et Cross, puisque Bliss et Cross elles sont twinners mais elles sont quand même plus que du côté face que du côté heel et bah du coup Bayley et Banks elles sont plus du côté heel actuellement, donc pourquoi pas. Et de l'autre côté, bah, comme je vous disais, à l'inverse, Fire and Desire, ça permettrait d'avoir des nouvelles championnes et d'avoir des nouvelles rivalités. Voilà, on leur a pas donné grand chose à Fire and Desire. Donc peut-être que ça permettrait aussi aux Kabuki Warriors de revenir dans le game. Donc en fait, les arguments se valent des deux côtés, mais on va jouer la sécurité, on va donner la conservation des titres par Bliss et Cross, même si voilà, effectivement, c'est pas vraiment une storyline, mais le fait de critiquer le physique, ça peut éventuellement tirer vers une continuité, ça peut peut-être prolonger la feud, mais ouais, c'est délicat. Conservation de Bliss et Cross, et j'ai envie de tenter quand même Banks et Bayley qui vont vouloir se parer d'or, d'avoir toutes les ceintures et revenir sur elles. Donc on va dire Bliss et Cross. Par contre, effectivement, le problème c'est que derrière, bah oui, si Bayley et Banks ne rentrent pas dans le game, bah alors là il y aura plus personne derrière. Hein. Ou alors on prolonge la rivalité avec Rose et Desire, Fire and Desire. Avec un DQ, une connerie. Mais voilà, il est pas si simple à pronostiquer ce match. Mais allez, on va dire conservation de Bliss et Cross. Match suivant, donc qui sera le seul match sans titre, c'est le No Disqualification match entre Roman Reigns et Rick Rowan. Hein, il faut lui redonner son prénom à Rowan. Dans une storyline, voilà, qui était au long cours. Hein. On va pas refaire toute l'histoire. Malheureusement, on a appris backstage que eux-mêmes, hein, en backstage, enfin en coulisses, ils ont considéré que l'histoire était ratée, ils ont tout foutu par terre, et on l'a compris que c'était raté, puisque de toute façon, ça n'avait ni queue ni tête cette histoire, on était hypé au début, il y avait toutes ces agressions successives, et puis au final, en fait, on s'est un pétard mouillé, Rowan qui aurait agi tout seul, voilà, on sait pas vraiment pourquoi, Brian qui a l'air innocent dans l'affaire, qui s'est fait aussi détruire par Rowan, et tout comme Reigns s'est fait détruire par Rowan aussi, et donc il est ressorti vraiment puissant de l'histoire. Rowan, il a même fait des promos, hein, il a jamais fait autant de promos de toute sa carrière là sur les 2 dernières semaines. Il se débrouille d'ailleurs pas si mal que ça en promo. On la connaissait pas trop la voix de Rowan finalement. Et il y a eu un brawl là, donc mardi dernier, qui s'est terminé par une grue de caméra poussé par Rowan sur Reigns, donc c'est Reigns du coup qui finit à terre, et donc Rowan qui finit, on va dire grandi, qui ressort vainqueur, on va dire, de ce petit brawl là, pour builder le match du pay-per-view. Mais ce qui me pose problème, c'est le no DQ. S'il n'y avait pas le no DQ, moi je donnerais une Roman Reigns. Voilà, il a subi la feud, c'est la victime dans l'affaire. Et puis il a pris cher encore ces 2 dernières semaines. Il a pris la caméra, la grue de caméra. Il s'était fait détruire la semaine d'avant. Donc la revanche pour Roman Reigns. Et puis terminé. Voilà, basta, on passe à autre chose, on termine, on considère que l'affaire était, que de toute façon la storyline était ratée, et voilà, end of the story, happy end, victoire de Roman Reigns. Maintenant, il y a ce no DQ qui pose question. Ça donne forcément l'impression qu'il va y avoir une intervention extérieure, quelque chose qui va permettre à Rowan finalement de l'emporter. Donc un twist potentiel. Et comme on n'a pas vu Brian mardi dernier, peut-être parce qu'il vend le fait qu'il a été détruit par Rowan la semaine d'avant, bon, pourquoi pas, et du coup ça va faire 2 semaines qu'on l'a pas vu. Donc, pourquoi pas Brian qui va revenir et qui va finalement aider Rowan à gagner. Et ce qui va permettre peut-être, du coup, de builder le fameux match qui était quand même beaucoup dans les rumeurs entre Reigns et Brian. Pourquoi pas à Hell in a Cell.
Voilà un peu la possibilité qu'on pourrait avoir. Et qui me semble même être la plus probable. Alors, à moins donc d'un autre twist, et puis d'un autre gars from out of nowhere, un Harper, voire un Murphy, alors là j'y comprendrai plus rien. Maintenant, j'ai plus envie de parler de Sheamus, qui était mon idée depuis longtemps. Malheureusement, je n'y crois plus, hein, et j'ai fait définitivement, je pense, une croix sur Sheamus, puisque de toute façon on a appris que, enfin voilà, on sait qu'il n'y a pas de direction, ils savent rien, même eux-mêmes, les writers ne savent même pas où aller dans cette histoire. Donc si c'était pour préparer le retour de Sheamus, croyez-moi que l'histoire aurait été beaucoup plus solide que ça. Donc là il n'y a pas d'histoire. Donc et puis Rowan a beau dire qu'il agit lui-même, je pense qu'il peut y avoir encore un twist, et que Brian va finalement, sans forcément que ce soit mensonge, hein, Rowan a bien pu agir seul, mais Brian va quand même, peut-être, pas par pitié, mais par amitié, oui, va rester quand même fidèle à Rowan, va peut-être le remettre sur le droit chemin, et faire gagner Rowan pour qu'il y ait quand même un twist, parce que cette histoire, elle manque de twist surtout. C'est ça qu'on attendait depuis le début. Alors donc si c'est pour finir sur un happy end, et se dire bon bah de toute façon l'histoire est ratée donc on passe à autre chose, ce serait vraiment ultra décevant. Victoire de Reigns, ok, ouais, c'est trop facile. Le no DQ, c'est ce no DQ qui me fait pencher vers l'autre solution. Reigns est quand même très favori dans ce match, il faut le dire dans les cotes, mais je vais donner Rowan. Je vais donner Rowan à cause de ce DQ, et donc Brian qui intervient. Voilà, et puis bon, merde, c'est un monster push pour Rowan. Mon avis personnel, c'est que si Lars Sullivan n'était pas blessé, il aurait eu le spot, je pense, de Rowan. Je pense qu'il fallait un big man dans l'affaire, et à SmackDown, ils n'ont trouvé que ça en magasin. Il n'y avait plus que Rowan. Donc s'il n'avait pas été blessé, Lars Sullivan, ça aurait été pour lui. Et je pense que ça aurait pu permettre de vraiment de faire briller Lars Sullivan et de vraiment de le crédibiliser. Et il aurait gagné cette feud. Donc je pense que le but, c'est de faire gagner le géant. Donc je vais donner la victoire à Rowan dans ce match. Match suivant, Nakamura contre le Miz, titre intercontinental en jeu. Voilà, bon bah ça a été un build-up qui était assez light. On a vu un Miz TV avec Nakamura, enfin Zayn, pardon, c'était Zayn qui était l'invité du Miz, Nakamura qui est arrivé, donc finalement on a cette espèce de nouvelle alliance avec un Nakamura, comme il parle pas anglais, on lui a retrouvé quelqu'un d'autre pour parler à sa place, donc cette fois-ci c'est Zayn qui joue un peu les espèces d'impresario, voilà, de sbires là, de talker, de troll, un peu à la manière de l'IO Rush avec Lashley, donc c'est qui va beaucoup parler au micro, qui va beaucoup troller. On n'a pas vu, alors le truc c'est qu'on n'a pas vu l'alliance cette semaine à SmackDown, puisque Sami Zayn a fait une intervention surprise pour interrompre l'Undertaker, il s'est pris un choc slam, mais Nakamura, lui, il a juste assisté à un match au commentaire entre Andrade et le Miz. Le Miz a gagné, puis voilà, Kinshasa derrière par Nakamura pour builder le match. Voilà, c'était très simpliste, mais on n'a pas retrouvé les deux ensemble, Miz et Nakamura et Zayn, pardon. Mais comme c'est une alliance toute récente, et on se doute qu'à un moment donné ça va splitter entre Zayn et Nakamura, et que à un moment donné il y aura peut-être un face turn entre les deux, et que ça pourrait être du coup pour le titre intercontinental. Il peut y avoir Ali qui pour l'instant a été vraiment, on l'a privé de son opportunité qu'il aurait dû avoir face à Nakamura. Tout a été annulé, mais bon, Ali il va bien falloir aussi le remettre dedans. Donc je préfère donner le titre, laisser le titre à un heel, donc plutôt Nakamura. Ils peuvent aussi en faire une tag team, Nakamura et Zayn, puisqu'il y a quand même une grosse pénurie de tag team à SmackDown, notamment les du côté heel, hein, parce que là les teams heel, on va en reparler après quand on va parler des tag teams, mais les tag teams heel à SmackDown, il y en a plus, donc peut-être qu'on peut recréer un peu comme ils avaient fait avec Rusev, faire un Nakamura Zayn. Voilà, voilà, pour plus tard éventuellement prendre les titres, faire une storyline avec un split, etc. Enfin, ils peuvent aller loin. Donc je pense que l'alliance, elle va pas durer, mais pour l'instant il faut qu'elle continue. Elle est encore toute fraîche. Elle est toute fraîche, sauf si ils veulent redonner un titre supplémentaire de champion intercontinental à Miz pour faire chier Chris Jericho, je crois qu'il est toujours le recordman de titres intercontinentaux. Voilà, mais bon, pas faire si c'est juste pour faire chier Jericho parce qu'il est parti à la AEW, ce serait complètement débile.
je pense que c'est plutôt à Nakamura de briller et de conserver son titre. Donc pour moi, il n'y a pas de changement de titre à attendre dans ce match. Match suivant, AJ Styles contre Cedric Alexander pour le titre US. Donc le match qui a été annoncé le plus tardivement, mais on se doutait vraiment que ça allait être ce match-là, puisque on nous avait annoncé un match justement entre Styles et Alexander à Raw. Comme c'était le seul match qui n'avait, le match US, c'était le seul match qui n'avait pas encore été officialisé à Clash of Champions, on se doutait qu'Alexander gagnerait le match pour ensuite avoir ce match de championnat. Et il y a même eu une double victoire, puisque finalement The OC sont vite intervenus, et ont attaqué Alexander, donc victoire d'Alexander par DQ, dans un match assez court, donc c'était ce qu'il fallait faire, ça permet d'en garder sous le coude, parce que si évidemment il nous faut un match compétitif de 10-15 minutes à Raw, bah, on va avoir moins envie de voir le match à Clash of Champions, donc là ils ont fait un match relativement court, pas trop compétitif, mais juste avec la petite dose qui va te dire, ah ouais, c'est quand même prometteur, voilà, donc intervention de The aussi, voilà, moi je suis pas contre le booking de ce match, et hop, parce que finalement la semaine d'avant, bah ils étaient vénères, The aussi, puis ils ont explosé Alexander un peu gratuitement en backstage. Donc c'est aussi partie de là l'histoire. Voilà, maintenant on sait toujours pas pourquoi The aussi en ont après Alexander, hein, c'est assez gratuit, hein, il faut le dire. Maintenant le match sera bon, il sera sûrement très bon, compétitif cette fois-ci, un gros match de 12-13 minutes, et mais conservation je pense par AJ Styles. Je pense qu'il va conserver son titre, parce que en plus The aussi et AJ Styles, ils ont beaucoup servi de paillasson, hein. Si vous regardez ces derniers temps, beaucoup de paillasson. Si vous regardez le dernier Raw, c'était dur aussi. Il s'est pris un stunner AJ, et le 5 contre 5, bah, ils ont encore pris cher. Donc c'est difficile là pour The aussi, hein. Autant AJ, voilà, en promo il est bien meilleur en heel, ça y a pas de souci. Son imitation de Stone Cold par exemple avec le Give me hell yeah, c'était vraiment assez drôle. Il troll, on le sent beaucoup plus à l'aise en heel. Maintenant The aussi, voilà, ils servent de paillasson, et donc j'aime pas ça. Quand on construit une stable comme ça, il faut la crédibiliser et la rendre forte. Donc il faut une victoire significative. Donc il faut absolument que AJ en ressorte grandi. The aussi est booké nulle part. Donc évidemment on peut se dire qu'ils vont intervenir quelque part. The aussi risque de se montrer et de permettre à Styles de s'imposer, hein, qui est peut-être quelque chose encore, puisque peut-être qu'au final Alexander va trouver un autre partenaire, et aussi peut-être pour créer une nouvelle tag team aussi, hein, parce que du côté de Raw aussi on aurait peut-être besoin d'une petite tag team heel, petite tag team face, hein, puisque à mon avis entre Braun et Rollins ça va être très temporaire, ça va bientôt se terminer. Donc pourquoi pas Alexander qui va s'allier avec quelqu'un d'autre, un Rey Mysterio, un Braun Strowman justement, hein, peut-être, et puisque Braun Strowman aussi il a eu des problèmes avec The aussi, donc voilà. Voilà des petits bookings potentiels pour la suite. Mais en tout cas, je donne la conservation d'AJ Styles dans ce qui devrait être l'un des matchs de la soirée, a priori. Et à noter quand même que sur les derniers matchs, on a remarqué aussi que et Ricochet, j'ai pas cité Ricochet aussi, qui bookait nulle part. Ricochet, Alexander, voilà, c'est une équipe qui pourrait être vraiment sympa à voir. Même s'ils sont les deux en solo, ils sont vraiment très bien, mais ça peut être aussi une alliance de circonstances pour s'en prendre à The aussi. Mais je vois bien, voilà, j'aimerais bien voir aussi un Styles Clash encore from out of nowhere, puisqu'il l'a fait souvent là ces derniers pay-per-view. On a vu des beaux Styles Clash de la part de DJ et Extreme Rules et SummerSlam, hein, si je ne m'abuse, là les deux derniers pay-per-view. Donc j'aimerais bien voir un nouveau Styles Clash un peu original de la part DJ. Voilà, match suivant, match tag team de SmackDown entre The New Day et The Revival. Donc un match un peu particulier, puisque The Revival, on le sait, ils sont du côté de Raw, New Day du côté de SmackDown, donc forcément, puisqu'ils sont champions de SmackDown. On les a pas trop vus là, les deux d'ailleurs, les deux équipes, on les a pas vus cette semaine, parce que bon, on vend un peu une blessure du côté de New Day, hein, puisqu'ils ont quand même beaucoup subi de la part du nouveau trio là. Hein, le FTRKO, hein, le Fox the Revival RKO, c'est un peu un nom de faction que j'avais lu, le FTRKO, qui est pas mal. C'est pas mal, hein. Et en plus ils font une espèce de 3D là, de Super RKO porté à 3, c'est pas mal. Cette faction est intéressante. Et j'ai un scénario bien sûr. Pronostic très difficile puisque
même si Revival ne sont pas à SmackDown, bah, ça veut pas dire qu'ils vont pas gagner, parce que, donc je reviens à ce que je disais tout à l'heure, il y a une grosse pénurie de tag team du côté de SmackDown, c'est incroyable, puisqu'évidemment The Bar a disparu, Sanity a disparu, EOP ils sont plutôt à Raw, mais bon, ils auraient pu être à SmackDown, mais de toute façon ils ont complètement disparu aussi. Il y a rien. Il y a rien du côté de SmackDown. Il y a juste la Heavy Machinery là qui actuellement s'occupe avec des jobbers, mais mais c'est des faces. New Day, donc c'est des faces. Et donc comme je vous disais, on peut peut-être faire une alliance, une tag team entre Nakamura et Zayn, mais elle a pas été encore officialisée. Donc il y a rien du côté de Hill. Donc ce que j'ai envie de me dire, et au vu des rumeurs qui parlent d'un futur shake-up au mois d'octobre, c'est-à-dire les 11 et 14 octobre, c'est-à-dire le 11 c'est un vendredi, c'est-à-dire donc le vendredi on sera déjà du côté de la Fox, le vendredi soir, donc vendredi 11 on aurait un shake-up pour SmackDown, et le lundi 14 octobre on aurait un shake-up du côté de Raw. Sachant que ce seront justement les 11 et 14 octobre, ce sera juste après Hell in a Cell, puisque Hell in a Cell c'est le 6 octobre, si je ne m'abuse, 15, on est le 15 demain, donc 19, 26, c'est ça, 19, 22, 29, 6, oui c'est ça, excusez-moi, on sera bien le 6 octobre pour Hell in a Cell, donc on sera juste avant les potentiels shake-up, donc voici mon scénario, New Day sont favoris, il faut le dire, ils ont subi, ils ont pris beaucoup de chocs, notamment Woods à la jambe, donc on pourrait se dire qu'ils vont revenir fort de tout ça. Ça peut être lié au match Kofi Orton, bien sûr, hein, quelques petites vengeances, des attaques, des interventions extérieures. Mais j'ai envie de me dire quand même, conservation de la part des New Day, qui sont favoris, qui ont subi la feud, donc un retour et une victoire. Mais, j'ai envie de me dire que ça va pas être très clean cette affaire, et qu'ils vont essayer de protéger les Revival, de façon à ce que, au final, on ait, alors c'est mon fantasy booking, qu'à Hell in a Cell, on ait un 3 contre 3 dans la structure, à l'intérieur de la cage, dans un Hell in a Cell match, un 3 contre 3 entre les New Day, dans leur intégralité, et le FTRKO, donc Revival et Orton, dans un Winners Take All match. C'est-à-dire que les titres de SmackDown, plus le titre WWE seraient en jeu. En même temps, voilà mon pronostic, ce qui voudrait dire donc que il faut forcément que pour que ce match ait lieu, il faut forcément que l'intégralité d'une faction soit couronnée, donc soit que les New Day et Kofi conservent, soit que The Revival et Orton soient champions. Maintenant, j'ai pas envie que ça se fasse tout de suite. Quand on fait un winner's take all, c'est plutôt parce que dans mon scénario, je pense que Orton et Revival vont prendre les titres à Hell in a Cell. C'est ça que je vois. Donc, pour qu'ils prennent les titres à Hell in a Cell, il faut donc qu'ils soient challenger à Hell in a Cell. Donc, pour moi, conservation des New Day. Et tout à l'heure, je le redirai, conservation de Kofi, conservation de Kofi, conservation des New Day. Et donc, mais des petites interventions, ça sera pas très clean cette affaire. Et je pense que Revival vont quand même rester protégés. Et donc, Hell in a Cell match, 3 contre 3, winner take all, entre Revival, Orton et The New Day. Et du coup, Revival, ça leur permettrait, en prenant les titres à Hell in a Cell, ça permettrait justement, 5 jours après, c'est ça, 5 jours après Hell in a Cell, de passer du côté de SmackDown dans le futur shake-up. Le timing serait parfait. Et puis on a tellement besoin de Team Hill à SmackDown, on en a tellement besoin, et Revival, il y a beaucoup trop d'équipes, enfin il y a beaucoup plus de densité d'équipes à Raw en comparaison, donc on bascule tout, et Revival, je les mets à SmackDown, et ils seront champions, et avec Orton comme premier champion sur la Fox. Voilà un peu comment je verrai les choses. Même si à ce moment-là, Hell in a Cell, le premier Raw, le premier SmackDown sur la Fox, ce serait 2 jours avant Hell in a Cell, on serait le 4. Donc à ce moment-là, on aurait encore Orton, on serait encore avec Kofi champion. Bon, bref, il arrive premier champion. Bon, pourquoi pas, ça pourrait être Orton, mais
je vais garder ce scénario. J'aime bien le winner take all, j'aime bien l'idée, et avec la Hell in a Cell, et puis comme ça, on conclut définitivement la feud dans ce 3 contre 3. Voilà, voilà, et puis comme ça, on crédibilise encore plus cette faction, cette nouvelle faction Revival avec Orton, qui fonctionne plutôt pas mal. Match suivant, match tag team, cette fois-ci de SmackDown, entre Braun et Rollins et Rudolph. Hein, j'aime bien ce nom d'équipe qui a été trouvé par WrestleTalk. Rudolph, donc bien sûr Robert Roode et Dolph Ziggler qui ont été un peu les challengers surprises là. Hein, ils ont fait un turmoil match. Pourquoi ils appelaient ça un turmoil match? En fait, c'est un gauntlet match. Bref, ils ont mis plein d'équipes différentes c'était une grosse surprise. Et finalement, Rudolph sont devenus les challengers numéro 1. Et puis évidemment, en face donc à ces champions qui vont s'affronter un peu plus tard dans la soirée. Donc c'est un match particulier, un scénario un peu inédit dans un pay-per-view entre deux partenaires qui s'affrontent pour un titre suprême. Maintenant, bon, on se doute qu'ils vont perdre les titres. Il va falloir donner un peu plus de tension entre Braun et Rollins. Ils peuvent pas conserver les titres comme ça. C'est une équipe vraiment temporaire. Elle peut pas rester comme ça. Donc je vais donner la victoire à Rudolph, même si c'est une équipe un peu from out of nowhere, mais on sait que backstage Paul Heyman aime Bobby Roode. Il a envie de lui donner, Robert Roode du coup, il a envie de lui donner un peu de volume et en associant avec Ziggler et du coup voilà, pourquoi pas, de toute façon les deux maintenant ils n'ont pas fait grand chose ces derniers mois, donc pourquoi pas leur donner ces titres. Et puis du coup un an après, puisque Ziggler avait été il y a un an à peu près à la même époque, oui il y a un an, il était champion avec Drew McIntyre, donc un an après redevenir champion avec les titres par équipe de Raw. C'est ce que je veux donner comme pronostic, mais il faut qu'il y ait un peu de tension, un peu de forcément les deux qui se frappent malencontreusement, et puis voilà, il faut qu'ils perdent. Je comprendrais pas pourquoi Braun et Rollins resteraient champions, quoi. Je ne comprendrais pas. Et bien sûr, ce match aura lieu avant le match universel, il n'y a pas de doute là-dessus. Donc, il faut d'abord que les deux perdent et qu'on mette de la tension entre les deux, et pourquoi pas enchaîner avec le match universel, sait-on jamais. Mais ça m'étonnerait. Non, c'est impossible puisque ça leur ferait combattre 2 fois de suite. Ils vont un peu les reposer. Ça pourrait même être un opener d'ailleurs, entre guillemets, entre parenthèses, pardon. Ça pourrait être un opener. Comme que vous gérer plus le match US comme opener et peut-être le New Day Revival. En tout cas, l'un des deux matchs par équipe ou le titre US comme opener. Voilà, ça c'est un peu mon petit pronostic bonus. Match suivant, Bayley contre Charlotte pour le titre de SmackDown, donc féminin. Alors là, on entre dans le combiné des deux matchs féminins qui sont forcément liés les uns aux autres. C'est très compliqué de pronostiquer. Même les cotes ne savent pas, puisque finalement c'est très 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 incertain. L'histoire donc c'est que, bien sûr, vous l'avez vu, Sasha Banks a fait son grand retour. Elle a tourné sur Natalia, elle s'en est prise aussi à Becky Lynch. Ensuite, on attendait ce qu'allait faire Bayley et finalement, elle a coopéré avec Banks. Donc Banks a fait un simili heel turn, mais j'ai pas vraiment envie de parler de heel turn parce que finalement, quand on regarde son attitude, elle a pas beaucoup changé. Elle a plutôt fait ce qu'on pourrait appeler un loyal turn, c'est-à-dire un turn de loyauté, finalement, pour dire non, j'ai jamais changé d'avis, je suis toujours resté fidèle à Sasha Banks, c'est mon ami et point barre. Donc c'est pas vraiment un heel turn finalement, elle a pas trop changé, elle s'est pas noircie, elle est pas devenue méchante. Donc on a maintenant une espèce de rivalité à 2 contre 2 entre les Four Horsewomen et donc Becky, Charlotte de l'autre côté qui sont pas spécialement les meilleurs amis du monde, on le voit. Charlotte elle reste quand même reste heel dans l'histoire, elle a pas fait de face turn pour autant. Becky reste the man, voilà, la jaquette, la co-jaquette de 2K20. Faut quand même noter que les Four Horsewomen sont à l'honneur aussi dans le 2K20, donc je pense que c'est pas un hasard si on voit les 4 en ce moment à l'honneur et dans la lumière. Maintenant, alors forcément, je pense que le scénario de l'un va être lié au scénario de l'autre. Donc, déjà, il faut savoir dans quel ordre ça va avoir lieu. Moi, je verrais bien, d'ailleurs, peut-être plutôt le match de Raw d'abord. C'est-à-dire que Bayley va intervenir dans le match de Raw. Elle va peut-être permettre du coup à Sasha de gagner. Et que dans ce match, donc entre Bayley et Charlotte, Becky, par vengeance, va vouloir faire perdre Bayley. Mais soit elle va l'attaquer directement en frontal, paf, disqualification, victoire de Bayley par disqualification, elle conserve son titre, ou soit
malencontreusement, elle veut s'attaquer à Bayley, sauf que derrière il y a esquive et elle s'en prend et du coup elle frappe Charlotte par inadvertance et ça devient une victoire de Charlotte par DQ, mais du coup qui ne permet pas à Charlotte de prendre le titre, ce qui va aussi rajouter de la tension entre Becky aussi et Charlotte. Mais quoi qu'il en soit, pour moi, Bayley doit conserver son titre, puisque comme je vous l'ai dit en tout début de vidéo, j'aimerais bien voir, ça serait intéressant de voir Bayley et Banks qui voudraient prendre toutes les ceintures, donc récupérer aussi les ceintures par équipe. Donc Bayley doit, je pense, conserver son titre. Elle a fait un heel turn tout récemment, enfin un simili heel turn. En tout cas, il faut que son personnage évolue encore plus. Et j'aimerais bien donc que les deux soient championnes avec Banks et qu'on retrouve une Boston Hog Connection championne comme finalement elles le furent pour la première fois de l'histoire, hein, en tant que tag team aussi, mais cette fois-ci en individuel. Du coup, qu'on a une évolution du personnage et pourquoi pas une victoire de Bayley en heel, une victoire en crevarde, en trichant, dans le dos de l'arbitre, avec les doigts dans les yeux, quelque chose un peu de salace. Pourquoi pas un coup de ceinture aussi, pourquoi pas profiter justement de l'intervention de Becky pendant que l'arbitre est distrait, pour justement donner un coup de ceinture et aveugler Charlotte. Voilà, un petit truc de heel, un petit truc un peu inhabituel de la part de Bayley, pour donner un peu plus de sens à ça, et la rendre un peu plus détestable, ou alors les pieds dans les cordes. Voilà, en s'appuyant avec les pieds dans les cordes, quelque chose un peu comme ça. Voilà. À noter bien sûr que Charlotte elle aura sûrement un appui du public assez fort puisqu'elle sera à domicile, tout comme d'ailleurs Cédric Alexander, je l'ai pas dit tout à l'heure, c'est vrai qu'on c'est assez méconnu, mais Cédric Alexander est aussi un gars de Charlotte, North Carolina. Donc on aura un soutien aussi fort pour Alexander, tout comme on aura un soutien fort pour Charlotte, qui va être sûrement recouverte par le public de Wouh Wouh Wouh. Voilà, ça va pleuvoir, mais là je ne pense pas qu'on va donner la victoire à la régionale de l'étape, donc je pense que Bayley doit conserver son titre, que ce soit par DQ, que ce soit par une victoire de Charlotte par DQ, mais elle va conserver son titre, et je pense que ça va continuer derrière. Ça va continuer derrière la feud, de toute façon, il n'y a rien derrière. Hein, c'est un peu comme les tag teams du côté féminin, on n'en fait pas grand chose. Là, on se limite au For Us Women, mais les autres, c'est que dalle. Ça n'existe plus. Les Kabuki Warriors, elles sont dans les limbes. Naomi, où est-elle? Bon, là, elle est du côté d'Euro, mais où est-elle? Natalia, elle fait ses matchs sans sens, sans aucun sens avec Lacey Evans. Elles sauvent plus à que dalle. Voilà, Brooke et Logan, elles continuent de s'affronter ad vitam aeternam à main event, donc elles font que dalle. Carmella, elle a disparu aussi, on la voit même plus avec Truth d'ailleurs. Bref, il n'y a plus personne du côté des filles. Et les tag teams aussi, bah du coup ça monopolise les filles aussi, hein, du côté, il y a plus beaucoup de filles du côté solo, quoi. C'est ça le problème. Donc du coup, ça va rester avec les For Horsemen, je pense. Hein. Et puis Ronda, Ronda, elle est encore dans sa maternité, elle veut tourner des films, on sait pas trop ce qu'elle veut faire. Bon bref, on n'a pas l'impression que Ronda est sur le retour. Nia Jax pas avant le mois de janvier a priori pour le Rumble. Y a rien. Donc il faut qu'on continue. Je pense qu'on va continuer là-dessus. On va continuer entre les filles, entre les For Horsewomen et peut-être donc du coup des prolongations de feud, des rematchs pour Hell in a Cell. Ça aurait du sens. Et on va passer tout de suite au match suivant. Et ben justement, Becky Lynch contre Sasha Banks. On va un peu parler de la même chose. Donc comme je disais tout à l'heure, Bayley va, je pense, peut-être intervenir pour faire gagner sa copine Sasha Banks. Et là, cette fois-ci, je donnerai vraiment une victoire clean. Je vais donner le changement de titre. Parce que, et comme je viens de le dire, il n'y a personne derrière. Si Becky Lynch conserve son titre, il n'y a plus rien derrière. Alors, ils peuvent la faire un peu comme je disais tout à l'heure avec Orton. Victoire pas très clean de Becky, ce qui permet de prolonger le truc. Et puis qu'à Hell in a Cell, Banks prenne sa revanche et prenne cette fois-ci le titre. Pourquoi pas aussi. Maintenant, je pense que quand même ce heel turn, ce grand retour de Banks, il faut que ça serve à quelque chose. Il faut, je pense, que Banks prenne la ceinture. Il faut que Banks prenne la ceinture, qu'on parte sur quelque chose de neuf. Parce que là, depuis WrestleMania, ça fait quand même plus de 5 mois maintenant, 5 mois et demi que Becky Lynch est championne. Ça commence à traîner. The Man, ça devient un peu relou.
Voilà, c'est un peu comme les règnes de Shayna Baszler. Là, ça devient vraiment long, et ça serait bien de passer un peu à autre chose. Et voilà, Banks, faut lui donner quelque chose. Et puis il y a cette alliance donc avec Bayley, et puis il y a ces titres par équipe que j'aimerais bien voir aussi récupérer, et avoir une Bayley Banks, une Boss and Hug Connection, vraiment dominante, avec chacune les titres féminins de SmackDown et de Raw, et les titres par équipe qu'elle prendrait aussi à Bliss et Cross. Pourquoi pas? Voilà un peu comment je vois les choses. Donc je vais donner la victoire cette fois-ci à Banks grâce à Bayley, peut-être avec un bank statement. Pourquoi pas une victoire en crevarde aussi, mais cette fois-ci je donne vraiment une victoire nette, mais quand même avec une petite distraction de la part de Bayley. Match suivant, Kofi Orton. Donc match comptant pour le titre suprême de la WWE. Donc un long build-up aussi, hein, avec bien sûr toute l'histoire du stupid. La team, donc FTRKO dont je vous ai parlé, Woods et Biggie qui sont un peu sur la touche actuellement, mais qui vont forcément, du coup ils vont revenir dans le pay-per-view pour défendre leur titre par équipe. Match donc qui sont deux matchs qui vont être reliés, je pense. On a vu le boom drop de Kofi au Madison Square Garden, l'histoire du petit clin d'œil de l'histoire, de historique. Mais il a beaucoup subi la feud, il a pris très cher, beaucoup de RKO, de super RKO de la part donc de FTRKO sur Kofi. Donc il a beaucoup subi, il a enfin pris un petit avantage donc lors du dernier SmackDown. Maintenant bon, ça veut pas dire grand chose du coup, ça pour le pronostic. Maintenant, je l'ai déjà dit tout à l'heure, je vais pour l'instant, même si les codes sont très serrés, que il était favori Kofi, mais de moins en moins. Actuellement, il est de moins en moins favori, ce qui veut dire que le finish est incertain, et ça peut même se finir pas clean cette histoire. Donc, on sait comment ça s'est fini à SummerSlam, double DQ. Donc peut-être que du coup, ça va être encore un truc à la moire moelleux, un double count-out, une disqualification. Mais je vais donner la conservation des titres par Kofi, mais effectivement quelque chose de pas très clean qui va protéger Orton, dans le but de faire, donc ce que je vous l'avais dit tout à l'heure, le 3 contre 3 dans un Hell in a Cell match le 6 octobre, et avec un winner's take all. Voilà donc mon scénario que j'ai déjà dit tout à l'heure. Donc pour l'instant, je donne la conservation du titre par Kofi Kingston, qui a beaucoup subi la feud en plus, et avec peut-être une petite baston générale avec les New Day, Revival qui vont rentrer dans le match. Ça risque de pas être très clean cette affaire, encore une fois, je l'ai déjà dit avec les filles. Il y a beaucoup de matchs qui sont reliés, donc les filles entre elles, et là le 3 contre 3 là, donc il va y avoir des choses. C'est pour ça que c'est pas simple à pronostiquer ce match, parce que, et même pas mal de matchs de ce pay-per-view, parce que il y a aussi Hell in a Cell, il va y avoir sûrement des rematchs, et dans la cage, ça va s'expliquer dans la cage, on va finir des rivalités. Donc il va y avoir des trucs qui ne vont pas être très clean dans ce pay-per-view. Mais pour l'instant, je donne la conservation par Kofi, et peut-être qu'Orton va récupérer le titre à Hell in a Cell, donc dans le Winner's Take All. Match suivant, Rollins contre Braun Strowman, qui sera probablement le main event. Donc scénario, donc, que je vous l'ai dit tout à l'heure, ils vont perdre les titres par équipe face à Rudolph, ce qui va permettre de partir sur autre chose, avec peut-être, du coup, comme c'est un peu un spoiler de ce que je vais dire, Braun qui pourrait éventuellement s'associer à Alexander pour faire une nouvelle team face pour affronter The OC par exemple, et par exemple aussi, parce qu'on parle aussi de Braun qui pourrait se sortir du title picture pour revenir plus du côté peut-être de The OC, donc peut-être une association avec Alexander, si Alexander ne s'associe pas avec Mysterio ou avec Ricochet par exemple, mais en tout cas Braun je le vois pas gagner. Malheureusement, Braun c'est toujours pareil, il a souvent été à deux doigts du bol de sangria, et puis au final il a échoué quoi. Et c'est terrible pour lui, parce qu'il l'a mérité, il l'a mérité ce putain de titre, ce titre universel, il l'a mérité plus que quiconque, mais ils ne veulent pas le lui donner, ils ne veulent pas, ils lui font pas confiance, alors qu'il est beaucoup plus over que Rollins. Son Get Sense, son Braun, ou ses petits tours qu'il fait autour du ring avec son gros coup de bélier, il est over de partout. Ça marche toujours, ça marche toujours, Braun. Ça marche toujours, et c'est malheureux pour lui. Il avait tellement mérité ça. J'espère que ça va pas déboucher sur un heel turn
Heureusement, j'ai l'impression qu'on s'en dirige, on s'y dirige pardon de moins en moins, et tant mieux. Je pense pas qu'il y aura de heel turn et ce serait la plus grosse connerie de l'année s'il faisait ça. Mais évidemment, on peut pas décorréler ce match de The Fiend, qui évidemment est en train de nous teaser un match à Hell in a Cell face au vainqueur, hein, face au champion universel, et bien sûr, il y a beaucoup déjà de live events aussi qui annoncent un Fiend contre Seth Rollins pour le titre universel. Bien sûr, 4 subject to change, hein, comme souvent, mais je pense aussi que Rollins va conserver. Rollins va pas perdre son titre universel. Malheureusement, Braun, il le gagnera peut-être jamais, en tout cas pas là, mais il le gagnera pas. Enfin, il va partir sur autre chose. Donc, comme je vous l'ai dit, peut-être pour en faire une tag team ou partir sur un nouveau défi, XIOC ou peut-être pour le titre des États-Unis, hein, puisque Alexander, comme je vois perdre, peut-être que cette fois-ci Braun va à nouveau revenir du côté de Styles. Voilà, puisque finalement ça aurait pu être un des matchs possibles. On aurait pu avoir un Braun qui combat 3 fois dans la soirée s'il avait défié Styles pour le titre US. On en était pas loin à un moment donné, puisqu'à un moment donné on l'a vu soulever la ceinture US en détruisant ZOC. Bref. Donc voilà, donc je pense qu'ils vont reporter Braun sur autre chose. Et conservation de la part de Rollins, même si ça va être difficile de couvrir Braun et le faire perdre. Donc est-ce qu'ils vont faire gagner clean Rollins? Est-ce que The Fiend va intervenir avant? Est-ce que ça va se terminer par un no contest? Est-ce que voilà, les lumières vont s'éteindre en plein match? Ça peut se terminer aussi sur quelque chose d'assez spectaculaire pour finir le show en beauté, pendant le match ou après le match. Mais The Fiend qui bien sûr est booké nulle part, forcément on attend son intervention quelque part. Il y a ce dernier Firefly Funhouse qui pose question avec le 316 là de Stone Cold qui s'est transformé en 11-19, donc le 11-19 qui pourrait être le 19 novembre, mais on a l'impression que ça a plus rapport à Taker. Au début de Taker à Superstars, juste à 3 jours avant le Survivor Series de 1990, et c'est vrai début. Mais le vrai début du coup c'est plutôt Superstars donc le 19 novembre, donc ça pourrait avoir un sens, même si ça pourrait aussi être relié à un verset de la Bible. On parle beaucoup d'un verset d'Ézéchiel notamment, de Jean. Enfin il y a beaucoup de versets de la Bible qui s'appellent 11-19. Je vous appelle d'ailleurs à les regarder. Moi je l'ai fait. Il y a beaucoup de messages effectivement un peu énigmatiques qui pourraient faire écho à ça. Donc peut-être que The Fiend nous vend quelque chose en rapport avec ça, mais j'ai l'impression que c'est plutôt Rollins la future victime. Donc conservation je pense par Rollins, The Fiend qui va rentrer en ligne de compte, et allez on va booker The Fiend contre Rollins à Hell in a Cell, voilà. Et puis Braun on va le mettre sur autre chose, peut-être un Styles contre Braun pour le titre US. Voilà pour mon fantasy booking. Et donc il y a quand même beaucoup de scénarios possibles pour ce pay-per-view. Voilà pour les pronostics de Clash of Champions, j'espère que ça vous aura plu. N'oubliez surtout pas bien sûr de liker, de vous abonner à ma chaîne, c'est très important pour ma visibilité. Si vous êtes d'accord avec moi sur mes pronostics, si vous aimez ma façon de raisonner, si vous aimez, je sais pas, ma présentation, un peu ma mise en forme, un peu de tout, voilà, encouragez-moi, likez, commentez, faites ce que vous voulez, mais en tout cas, encouragez-moi à continuer. On se retrouve bien sûr bientôt pour la grande review de Clash of Champions. J'espère le plus tôt possible, mais c'est vrai que évidemment avec le boulot c'est jamais évident. Donc ça sera peut-être que dans 6 ou 7 jours. Hein, ça peut être vraiment le week-end prochain. On va essayer de le faire le plus tôt possible. Il y aura sûrement beaucoup de choses à dire, puisqu'il y a quand même beaucoup de matchs. On fera peut-être même une petite réaction aussi sur le King of the Ring au passage. Hein, où je pourrais même donner d'ailleurs mon petit pronostic dès maintenant. Je vais donner alors, un heel, ça serait plus logique comme King of the Ring, mais Corbin a beaucoup touché la couronne. Je vais donner la surprise, Gable. Je vais donner King Gable. Voilà, from out of nowhere, un petit King Gable, ça pourrait être très surprenant. Allez, King Gable. Voilà, on se retrouve donc très bientôt pour une prochaine vidéo, portez-vous bien. Et d'ici là, bien entendu, n'oubliez surtout pas, vive le catch et zéro miedo! Ciao à tous.